Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct ou en différé pour ce nouveau Café Sapiens à distance. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir deux éminents experts des crypto-monnaies, Yorick Demombine, conseiller référendaire à la Cour des comptes et expert bien connu sur le Bitcoin. Et pardon Nathalie, j'aurais dû commencer par toi, professeur Nathalie Janson, on a professeur associé d'économie à Neoma Business School et aussi experte du Bitcoin et des crypto-monnaies. On est ravis de vous recevoir. Et alors, ça faisait un moment qu'on avait prévu la date de ce petit webinaire et on n'avait absolument pas prévu que ce serait la conjonction d'une remontée assez impressionnante du Bitcoin. Donc, nous voilà au cœur de l'actualité. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à poser, si c'est en direct, parce qu'en différé, on peut rien faire pour vous, mais à poser vos questions dans les Q&A et les questions et réponses. C'est ça d'ailleurs, pourquoi dire Q&A? Et nous y répondrons tout à l'heure. Mais pour commencer, j'aimerais que on commence par parler du passé du Bitcoin. Le passé maintenant qui commence à être respectable. 15 ans, 15 ans c'est quelque chose. C'est l'âge de raison, peut-être encore plus, peut-être même que c'est la fin de l'adolescence. Alors comme les gens qui nous écoutent ont peut-être des niveaux hétérogènes de connaissance des crypto-monnaies, il faut peut-être qu'on reparte du début avant de refaire ensemble l'histoire de ces 15 années, histoire dont on peut dire qu'elles ont été mouvementées. Alors, Nathalie, tiens, je te propose d'ouvrir le feu et de commencer par nous en parler. D'où ça vient, cette chose étrange? Est-ce qu'on peut expliquer, alors vraiment en très peu de mots, parce qu'on ne va pas repartir de zéro, hein, certainement pas sur le sujet. Ceux qui nous écouteraient trouveraient forcément ça lassant, mais ce Bitcoin, cet objet numérique non identifié, de quoi s'agit-il? Effectivement, c'est un objet bien étrange, mais en tout cas, sa genèse, ça date déjà d'il y a quelques dizaines d'années, enfin plusieurs décennies, qu'en fait, certains fans de techno essayent de trouver un moyen de pouvoir créer une monnaie digitale. C'est très ancré aux États-Unis où on a depuis longtemps un désamour pour la Banque centrale et depuis qu'elle a produit de l'inflation dans les années 70-80. Et donc, il y avait déjà un mouvement qui était très présent aux États-Unis pour avoir autre chose que le dollar et une monnaie plus stable. Donc ça, c'est effectivement très ancré dans la matrice Donc un projet américaine. de libertarien, un projet finalement Voilà. qui est politique avant d'être technologique et financier. Voilà, tout à fait. Et puis, c'est quand même présent, comme j'aime bien le raconter souvent pour expliquer la genèse, c'est aussi présent, même chez un économiste aussi introduit que Friedman, puisque Friedman, très déçu, je pense, de la façon dont les banques centrales ont développé leur action au cours des décennies. En fait, elle est finie à la fin de sa vie. Bon, il était quand même plutôt libertarien que juste libéral. Et il avait donc fini par dire qu'il avait beaucoup de foi dans le code pour pouvoir résoudre ses problèmes de gestion monétaire. Puisqu'en fait, sa préoccupation, c'était essayer d'enlever la décision humaine dans la gestion de l'offre de monnaie. Donc bah voilà, Bitcoin l'a fait, puisqu'en fait c'est effectivement la promesse de Bitcoin, puisque c'est une monnaie pair à pair, donc où il n'y a plus d'intermédiaire. Donc c'est définitivement un réseau de paiement qui opère en parallèle de celui qui est le nôtre, donc qui n'a pas besoin de notre système de paiement pour fonctionner. Il est lui-même un système de paiement. Et surtout, donc, il propose une offre limitée qui est inscrite dans le code. La limite serait atteinte en 2140, donc encore un peu de temps. Et pour pouvoir atteindre cette limite, effectivement, le taux de croissance de cette offre de Bitcoin se réduit régulièrement. Et là, on a bientôt justement ce fameux halving qui va intervenir à peu près mi-avril. Voilà, donc là, c'est son principe de fonctionnement. Yorick de Montbine, c'était d'abord une idée politique, alors que le code soit avec toi, hein, c'est un peu comme la force. C'est aussi une genèse mythique, le Bitcoin, dont on n'a pas toujours percé les secrets, en tout cas, elle reste largement mystérieuse. Oui, cela dit, on peut quand même relativiser l'idée que c'était un projet politique à l'origine. En fait, c'était un projet multidimensionnel qui avait une composante politique
Et le créateur ou l'équipe de créateurs a mis l'accent sur une de ces dimensions, plus ou moins en fonction de ses interlocuteurs de l'époque. Mhm. À l'origine, c'est aussi un projet d'ingénierie consistant à créer une infrastructure de paiement respectant bien la vie privée. Ouais. Euh, il y avait l'idée de créer aussi quelque chose qui pourrait devenir une monnaie échappant au contrôle des États, etc. Mais c'était pas forcément au premier plan. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que Mhm. sinon, on peut vite cataloguer le Bitcoin comme une espèce de lubie d'anarchiste. Or, c'est beaucoup plus subtil et complexe que ça. Euh, Après, le côté mythique, effectivement, on ne sait toujours pas qui est le créateur. Donc, de prime abord, ça semble inquiétant. On se dit, mais zut, est-ce que ça pose un problème? Et en fait, ça ne pose Mhm. strictement aucun problème puisque le créateur n'a plus aucun contrôle sur le système, puisqu'il s'agit d'un dispositif open source. Ça, c'est vraiment un point très important à intégrer que beaucoup d'observateurs n'ont toujours pas intégré. Euh, Une et de mes donc, questions, ça sera justement si, est-ce que techniquement, tout ça a tenu la route aussi bien que prévu? On a entendu parler de piratage, on a entendu parler peut-être d'informatique quantique qui remettrait en cause ce système. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Déjà, moi, c'est une question que je me pose. Évidemment, je fais le candide de l'affaire, hein. Peut-être deux mots rapides là-dessus. Oui? Cette infrastructure de paiement que représente le système Bitcoin, elle est d'un genre nouveau. Elle permet des transferts de valeur sans tiers de confiance, sans entité centrale qui soit chargée d'assurer la sécurisation du système et qui ait un pouvoir de censure. Et donc, tout l'enjeu, c'est ça, c'est la sécurité. Mhm. Or, au bout de 15 ans, on se rend compte que ce système est incroyablement sécurisé puisqu'il n'a jamais été piraté. Mhm. Alors même qu'il est attaqué jour et nuit par tous les meilleurs pirates informatiques du monde entier. Et donc c'est ça sa proposition de valeur. C'est un système archi sécurisé par une imbrication de plusieurs technologies, beaucoup trop difficiles à décrire ici, et qui ne se réduisent pas à la mythique technologie blockchain. C'est plus développé que ça. Mhm. Donc, en revanche, il y a des choses qui sont vulnérables, ce sont les entités annexes à ce dispositif. Des entités centralisées, comme les plateformes d'échange, là où on achète et où on vend Mhm. des cryptos. Ça, ce sont des entités centralisées qui sont vulnérables aux attaques informatiques et à l'arbitraire administratif ou politique. Euh, donc ça, ce sont des points de vulnérabilité, mais qui ne sont pas intrinsèques au système Bitcoin. Le système Bitcoin peut fonctionner sans ces entités. Et puis, il y a aussi l'imprudence des utilisateurs. Si les utilisateurs font des bêtises ou utilisent des applications sur leur smartphone qui ne sont pas sécurisées, ou commettent des imprudences, là, ils peuvent se faire voler leurs fonds. Mais là encore, c'est pas intrinsèque au système Bitcoin. C'est à cause de simplement l'imprévoyance ou la négligence des gens. Et c'est un système qui incite à la responsabilisation. C'est-à-dire que c'est un système où on assume les conséquences de ses actes, positifs ou négatifs. Mhm. Ensuite, l'informatique quantique, il y a des débats parmi tous les experts. En gros, le consensus, c'est qu'il y a certaines fonctions qui devront être actualisées pour faire face à l'informatique quantique. D'ailleurs, si nécessaire, en utilisant l'informatique quantique. Et puis, il y a d'autres dimensions du dispositif qui ne sont pas vulnérables à l'informatique quantique. Et Mhm. ça, il y a les meilleurs cryptographes du monde et les meilleurs informaticiens du monde travaillent dessus. Et donc, on peut être relativement confiant sur cet aspect. Nathalie, est-ce qu'aujourd'hui, 15 ans après, on peut dire que Bitcoin est toujours un- comment dire, un objet spéculatif? Et peut-être que pour en arriver là, il faut peut-être essayer de faire un retour un peu sur ces 15 ans. Est-ce qu'on peut faire un replay un peu voilà, du match depuis 15 ans? On commence à avoir un petit recul quand même. C'est pas Oui, quand rien. même. Tout à fait. Oui, si on veut voir un peu en termes de recul, il est certain que au démarrage, le Bitcoin était un objet de curiosité. Alors c'est toujours la question de savoir pourquoi son prix est devenu positif et s'est maintenu et puis a augmenté surtout parce que bon, au-delà d'être positif, faut On va aussi en croître. parler. Voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de crypto-monnaies dont le prix est positif, mais qui ne progressent pas. Or, en fait, le Bitcoin, il a bien eu un prix positif qui a progressé avec effectivement différents épisodes de crise au cours de son existence. Il en a eu plusieurs. Mais si on veut un petit peu caricaturer, faire des épisodes dans sa jeune vie,
On va dire qu'au début, c'était effectivement ceux qui avaient un intérêt pour l'informatique, qui se demandaient en fait pour juste le fun de savoir comment ça marche, qui ont permis en fait au décollage du Bitcoin. Et ensuite, assez rapidement, en effet, il a attiré des transactions de la part du dark web et évidemment pour ça il y a certains vont s'offusquer, mais en même temps on le comprend puisque le dark web par définition ce sont des transactions illicites mais qui sont à distance, donc payer en cash des transactions illicites, c'est pas très pratique. Et bien évidemment, le Bitcoin, même si c'est pas leur monnaie préférée, parce que c'était quand même une monnaie digitale qui est traçable, à Mhm. l'époque, comme elle était assez peu connue, pour eux, c'était une nouveauté qu'ils pouvaient également tester pour effectivement faire des paiements sur ces sites illicites. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a eu tout cet épisode dans les premières années où on a associé très très fortement le Bitcoin aux transactions illicites. Et je dirais qu'en fait c'est plus parce qu'à l'époque c'était eux les premiers à bien vouloir tenter l'aventure que pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'effectivement pour eux c'était une manière de voir si ça leur permettait de régler leurs affaires en utilisant une monnaie digitale qui était pseudonyme et non pas anonyme, hein. C'est pour ça que elle est moins puissante que le cash en termes d'anonymat. Mais néanmoins, comme à l'époque voilà, les autorités n'étaient pas très au fait du Bitcoin, c'était plus compliqué pour eux de découvrir et d'aller de faire la chasse au commerce illicite. Donc c'est pour ça que sa première phase, souvent, on l'a associée soit enfin, au cyberpunk, plus au commerce illicite. Voilà, quand on est sorti de cette période-là, il est vrai que là, c'est plus l'aspect, euh, si on peut dire, réserve de valeur, c'est-à-dire investissement qui effectivement a intéressé, puisque lorsqu'on regarde en fait tout ce qui a précédé sa démocratisation, sa première démocratisation qui est plutôt 2017 lorsqu'il y a eu le pic, eh bien cette période avant, c'est tout le marché asiatique qui a eu un engouement pour le Bitcoin. Et c'est effectivement davantage pour son aspect d'investissement. Donc, qui était peut-être pas forcément ce qu'avaient anticipé en fait ses créateurs au départ, mais parce qu'il y avait cette idée que comme elle avait un design donc déflationniste de par la finitude de son offre, eh bien, elle pouvait constituer une réserve, enfin une réserve de valeur dans le temps long, bien évidemment, parce que on va m'objecter tout de suite que bah c'est pas vrai. En fait, c'est pas si faux que ça de toute façon, même quand on prend le temps des 15 dernières années. Mais en effet, c'est ça qui a intéressé les acteurs sur ce marché. Et en tout cas, ça a été la porte d'entrée principale, même si, bien évidemment, il a été utilisé comme moyen de paiement parallèlement. Mais c'est pas ce qui a drivé évidemment sa valeur. Mhm. Alors, Yorick Dormit, j'ai envie de te demander, effectivement, entre réserve de valeur ou moyen de paiement, qu'est-ce qui aujourd'hui a vraiment fait ses preuves? Qu'est-ce qui reste vraiment? On a l'impression que le moyen de paiement dont on parlait beaucoup il y a longtemps, il en est moins question. Bien sûr, je voudrais qu'on parle tout à l'heure évidemment du Salvador, mais en gros, on a eu scepticisme, engouement, peut-être forme de déception. On en est où dans la courbe de vie du Bitcoin? Est-ce qu'on est vers une forme de enfin, à l'oreille d'une forme de mainstreamisation du Bitcoin ou est-ce qu'on en est encore loin? Alors, c'est un processus très graduel et c'est normal que ça prenne du temps avec des phases de régression dans la compréhension ou dans la réputation. Aujourd'hui, il y a quand même un nombre croissant d'acteurs qui comprennent que ce dispositif est très sécurisé, que sa technologie progresse, que c'est plus adaptable que ce qu'on imaginait, que certains freins techniques sont en train d'être levés. Par exemple, on a longtemps dit qu'il n'y avait pas de passage à l'échelle possible pour le Bitcoin parce que son dispositif était trop lourd Trop pour lourd. rendre possible un très grand nombre de transactions en même temps dans le monde. En fait, cette idée-là, elle est en train d'être balayée par le progrès technique. Et c'est quelque chose qui n'a pas encore été identifié par les médias, les commentateurs, les experts en tout genre.
Il y a des protocoles complémentaires qui permettent de faire des flux de transactions très rapides sur des tout petits montants pour des frais négligeables, de manière très sécurisée, de manière programmable et sans exagérer le coût énergétique, la dépense énergétique. Mm. Donc, tout ça, ça se développe. Alors, c'est normal qu'on puisse pas encore régler son croissant à la boulangerie avec le Bitcoin, surtout dans les pays développés où les systèmes de paiement fonctionnent relativement bien, malgré des milliards de dollars de fraude à la carte bancaire qui sont payés in fine par les consommateurs sous forme d'assurance, hein. Mais Mm. ça, c'est caché. En revanche, il y a des endroits où ça se développe un peu plus, le paiement en Bitcoin. Et moi, je suis allé au Salvador plusieurs fois et il y a des endroits où c'est très facile. Et ça se développe aussi en Amérique centrale. Au Costa Rica, il y a des endroits où dans toute la ville, on peut payer en Bitcoin, dans 100% des commerçants, des commerces. Mm. Mais ça va prendre du temps encore, cet aspect paiement. Et en fait, je ne crois pas qu'il faille comparer le système Bitcoin avec les systèmes des paiements de la masse. Euh, il faut comparer le réseau Bitcoin avec le réseau interbancaire, là où circulent de gigantesques montants. En revanche, on comparera les systèmes de paiement actuels comme Visa et Mastercard, pas avec la blockchain Bitcoin, mais avec les protocoles complémentaires, que sont par exemple le Lightning Network, pour Mm. lequel l'Institut Sapiens a publié une excellente note qui fait très bien la synthèse de ces sujets il y a quelques années. Et Absolument. donc, D'accord. et ça c'est pareil, ça n'a pas encore bien été identifié, je trouve, chez les Mm. commentateurs, cette différence de niveau. La blockchain Bitcoin à comparer au réseau interbancaire pour faire circuler des gros montants Mm. et les protocoles complémentaires comme le Lightning Network à comparer avec les systèmes de paiement de masse comme Visa ou Mastercard. Mm. Justement, ça m'intéresserait qu'on parle un petit peu du rapport aujourd'hui des grandes institutions. Alors, on peut penser à la BCE, mais on peut peut-être penser d'ailleurs aussi aux banques, pourquoi pas d'ailleurs les fonds d'investissement. Quelles sont leurs relations avec la crypto-monnaie? On sait que c'est une histoire qui a été houleuse, qu'il y a eu un premier accueil qui était souvent beaucoup plus que frais, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui on met enfin le Bitcoin à la table familiale, ou est-ce que c'est toujours le méchant, le vilain petit canard? Ça dépend des pays, si je peux me permettre de répondre à cette question, puisque en fait vous avez effectivement des pays qui sont clairement pas très friendly au niveau du système bancaire. Alors nous, on en fait partie, évidemment, en France. On peut pas dire que la France soit extrêmement un pays d'accueil sympathique pour le Bitcoin. Les banques font souvent un peu, enfin, créent des problèmes à ses clients qui ont des comptes Bitcoin. Voilà, il y a beaucoup d'histoires qui sont tout à fait vraies sur la difficulté lorsqu'ils comprennent qu'en fait vous avez des échanges en Bitcoin, que vous voulez en fait faire des transactions entre euros et Bitcoin, ils vont tendance à vous mettre des bâtons dans les roues, voire à vous éradiquer de la banque tout simplement. Donc il y a plein d'histoires croustillantes sur ce sujet. Il y a quelques banques quand même qui sont un peu plus crypto-friendly. Donc il y en a une qui est une petite évidemment, hein, puisque c'est une marque de distinction pour elle, qui est la banque de Lubac, pour pas citer son nom, voilà, qui est elle clairement ouverte au sujet. Sinon le reste non. Alors avec la Société Générale qui s'invite dans en crypto là depuis quelques mois, peut-être qu'elle sera, peut-être que effectivement si vous êtes client de Société Générale, elle sera peut-être un peu moins embêtante que d'autres banques, mais c'est vrai que les premières discussions, moi je me souviens, alors première, hein, première récemment, quand il y a eu donc la première vraiment bulle que tout le monde a en tête de 2017-2018 de Bitcoin, avec la chute, là on a vraiment eu, il y avait un G20 où clairement on avait discuté de ce problème-là, et on avait décidé, enfin les banques avaient, les autorités monétaires avaient recommandé de ne pas avoir de lien, que les banques n'aient aucun lien
de près ou de loin avec les crypto-monnaies. Ça, Hmm. c'était clairement inscrit. Donc ça aussi, ça participe évidemment à cette explication. Après, aux États-Unis, depuis 2020, enfin quand il y a eu l'autre bull run qui a fait parler de lui, donc celui de 2020-2021, là, des banques se sont montrées plus ouvertes, mais encore, elles faisaient quand même pas partie de la majorité. Une des plus friendly depuis le début, c'était la fameuse Silvergate, mais elle a mis la clé sous la porte l'année dernière. Et quand il s'est agi de reprendre ses activités, en fait, les banques repreneuses ne voulaient pas. Donc voilà. Maintenant, pour la petite histoire rigolote, il faut savoir qu'à Hong Kong, où on a adopté une réglementation crypto, où en fait on veut, c'est très drôle parce qu'effectivement c'est Hong Kong qui met l'étendard crypto alors que la Chine l'interdit. Enfin voilà, c'est la méthode chinoise. Hein. Et il faut savoir qu'en fait Hong Kong c'est l'inverse en fait, c'est les autorités monétaires hongkongaises qui disent aux banques mais si vous pouvez laisser ou faire, enfin, essayer d'avoir des comptes en crypto-monnaie, soyez plutôt avenante et tout, alors qu'en fait, visiblement, les banques sont plutôt réticentes. Donc, c'est très drôle de voir on n'est jamais content, en fait. Voilà. Il y aurait que le système financier, il l'accepte aujourd'hui, les crypto-monnaies, il les regarde différemment, il a compris, accepté, admis que c'était dans le paysage, ou alors c'est toujours une méfiance fondamentale? On est en train d'entrer dans une nouvelle phase avec l'autorisation des ETF Bitcoin aux Oui. États-Unis, Ce qui où là, motive peut-être la hausse actuelle, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. oui, Ouais. c'est sans doute un critère décisif. Hmm. Ouais. Hmm. Mais là, il y a toute une partie des milieux financiers traditionnels qui découvrent totalement ahuris, interloqués et choqués que Bitcoin existe toujours et est demandé par leurs clients. Et donc, c'est un peu la panique générale. Certains avaient un peu anticipé, certains, depuis des années, d'ailleurs, avaient déposé des dossiers d'ETF. Et puis, une partie des milieux financiers commence à comprendre qu'il y a un gros retard de leur part et vont devoir s'adapter. Ensuite, pour le reste, il y a de tout, comme dans tous les milieux. Il y a aussi beaucoup de gens Hmm. très conservateurs qui restent très, très sceptiques. Et puis, je crois qu'il y a aussi des gens, tout le monde n'a pas le même degré d'aversion au risque. Il y a des acteurs qui seront prêts à acheter du Bitcoin seulement quand il aura atteint un degré de maturité technologique suffisant et une durée de vie suffisante. C'est-à-dire, ils ne sont pas prêts à en acheter après 15 ans d'existence, mais ils seront prêts quand il aura 20 ou 25 ans d'existence. Et tant pis s'il vaut 200 000 ou 300 000 dollars à ce moment-là. Ils assument, en fait, parce que c'est simplement leur arbitrage risque-coût. Hmm. Et donc, c'est normal que les gens ils viennent progressivement. Et on voit ça dans les milieux financiers aussi. Hmm. J'ai justement envie de poser la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui ont un millionième ou un millième de Bitcoin. Euh, Où va le cours du Bitcoin? Alors, je sais que si on le savait exactement l'évolution, on serait sans doute très riche parce qu'on pourrait spéculer là-dessus, mais à l'heure où l'on parle, il est à 61 500, je crois, en euros. Il a monté très vite, rapidement. Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est l'épanouissement? Quel est l'objectif? Alors, on sait qu'il est déflationniste. On sait que son nombre est limité. Peut-être que la question subsidiaire, c'est évidemment, il se construit en opposition à des monnaies qui, elles, ont été beaucoup manipulées, ont été beaucoup multipliées, ce qui parfois en détruit la valeur. Est-ce que ça pourrait être un lien avec justement le renforcement de la Bitcoin qui, lui, a cette confiance extraordinaire du fait qu'il est non manipulable, qu'il est structurellement limité? Voilà. Pardon, il y a deux questions dans ma question. Alors, si je peux me permettre de commencer la réponse, oui, là aujourd'hui, en fait, on a un faisceau qui s'accélère parce que, comme il a été mentionné juste avant, on a ces fameux ETF Bitcoin qui ont été autorisés. Et bien évidemment, la question c'est toujours la même, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement ce qu'on on pressentait dans le succès va vraiment se réaliser? Bah oui, effectivement, c'est même au-delà des attentes de ce qui était escompté. Donc, quand on est sur un marché avec une offre limitée, ben forcément, ça a un impact puisque la demande n'a aucun impact sur l'offre. L'offre, elle continue à augmenter selon la règle du code. Donc, elle ne va pas du tout réagir à une augmentation de la demande. Donc, le fait que la demande augmente ne provoque rien au niveau de l'offre d'habitude. Donc forcément, ça se traduit par une augmentation du prix bien plus importante que si on avait des mécanismes
mécanisme d'ajustement. Mm. Et, euh, et, et sur un marché où en plus il y a beaucoup de détention qui ne circulent pas. C'est-à-dire qu'on a un marché où plus de 50% en fait ça va même jusqu'à 70% des bitcoins en fait ne circulent pas. Ils sont détenus. Ça veut dire que le marché, il est encore plus petit que le nombre de bitcoins qui est en circulation. C'est-à-dire que ceux qui peuvent être échangés représentent une petite proportion. Donc ça aussi, ça explique pourquoi lorsque ça monte, ça peut monter très vite. Et ça vient en fait heurter frontalement le phénomène que j'évoquais précédemment, le halving, donc là où on va baisser le rythme de croissance de l'offre, et ça va se faire à travers la baisse de la rémunération de ceux qui le découvrent, des mineurs. Et on va passer d'une offre aujourd'hui visiblement de Bitcoin qui est estimée à 900 produits par jour à 450. Mm. Donc forcément, le fait qu'on va passer avec une offre qui va encore plus ralentir à un moment où la demande est forte et ne fait que conduire à une appréciation. Donc, si je traduis ou je lis entre les lignes, ça veut dire que ça va continuer à monter. Pour le De toute moment, en tout cas, c'est façon, ce pour le moment, qu'indique il y a... la rapidité de l'augmentation. Oui. Mm, mm. Yorick, on a souvent reproché Peut-être justement... un complément Oui, oui, un là-dessus complément, oui, sur, oui. sur le prix. Mais Ouais. pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 c'est parce qu'on parlait de la stabilité qui était quand même un des principaux reproches qu'on fait aujourd'hui au Bitcoin. Euh, je me souviens t'avoir entendu dire qu'avec le temps, cette instabilité allait se calmer un petit peu. Hmm. Est-ce que c'est ce qu'on observe? Est-ce que il y a moins de ce mouvement de yo-yo assez impressionnant? On pouvait voir un jour plus 5, plus 10%. Est-ce que c'est ça qui semble se dessiner quand même aujourd'hui ou pas? Avant de revenir à ça, sur le Hmm. prix, Oui. comment dire, moi je pense que le Bitcoin dans les années qui viennent, il y a deux possibilités. C'est une alternative. Soit il va à zéro, soit il va à des montants inimaginables. Je ne vois pas de scénario intermédiaire réaliste. Et pour comprendre ça, il faut revenir à ce que c'est que le Bitcoin, en fait. Le système Bitcoin, c'est une infrastructure de transfert de valeur révolutionnaire organisé comme un protocole informatique, de même que le web est un système de protocole informatique qui permet de la transmission de l'information d'une manière révolutionnaire. La différence entre Bitcoin et le web, c'est que le Bitcoin, il n'est pas livré gratuitement au public en tant que système de transfert de valeur. Il y a des droits d'usage de ce dispositif. Et un Bitcoin, avec un petit b, pas avec un grand B, c'est Hmm. Mm. de manière métaphorique, c'est un droit d'usage d'une infrastructure de paiement. Et ces droits d'usage, ils sont émis de manière limitée, comme le disait Nathalie tout à l'heure. Donc imaginons que le web ait fonctionné de la même manière, avec des droits d'usage émis de manière limitée. Quelle aurait été l'évolution de la valeur de ces droits d'usage à long terme? Elle aurait été prodigieusement élevée, ça aurait été exponentiel. Hmm. Ça n'a pas été le cas pour le web, mais avec Bitcoin, on a un protocole de transfert de valeur révolutionnaire nécessitant des droits d'utilisation émis en quantité très limitée, très limitée. Donc, soit l'évolution actuelle se poursuit et ce système de transfert de valeur se confirme comme une invention prodigieuse, inégalée, indestructible par les États ou impossible à évincer par la concurrence des milliers d'autres crypto-monnaies, soit, euh, donc si ce dispositif se confirme de cette manière, à ce moment-là, ces droits d'usage atteindront une valeur inimaginable. Hmm. Mais s'il est évincé ou détruit, ou s'il y a un bug ou s'il y a un problème, à ce moment-là, il n'y a pas de raison pour que son cours stagne ou vivote à des niveaux moyens. Non, il devrait tomber à zéro. Donc c'est pour ça que moi je vois cette alternative le zéro ou l'infini. Après, sur la volatilité, donc c'est un frein au développement de son usage comme moyen de paiement en courant, hein, bien sûr. Hmm. Cette volatilité-là, elle devrait diminuer à long terme de manière mécanique si le prix augmente, puisque le poids relatif du Bitcoin dans les marchés monétaires et financiers mondiaux augmentera. Donc son cours sera moins vulnérable aux chocs de demande, aux variations brusques de la demande. Et donc c'est difficile de juger à court terme comment ça évolue. On voit bien d'ailleurs, les jours le prouvent, qu'il y a toujours quand même une très forte volatilité, puisqu'il a pris 10 000 dollars en 3 jours là. Hmm. Donc on est toujours quand même dans cette phase de volatilité assez spectaculaire. Voilà. Hmm. Hmm.
J'en profite pour rappeler qu'il y a 7 ans, en fait, à la création de l'Institut Sapiens, Yorick, tu avais signé avec Gonzague Grandval notre premier rapport qui s'appelait Bitcoin, Totem et Tabou, qui doit toujours être quelque part sur notre site, évidemment. Euh, Après coup, 7 ans après, est-ce qu'il faudrait beaucoup le corriger, ce rapport? Est-ce qu'il y aurait beaucoup, alors des compléments sans doute, mais alors, quel regard tu portes là-dessus? Je crois qu'il y a une bonne partie qui reste actuelle, puisque l'objectif était d'essayer de décrire comment ça fonctionne, Mhm. et de répondre à quelques critiques ou arguments. Alors depuis cette époque-là, moi j'ai beaucoup travaillé ce sujet, donc j'aurais beaucoup de compléments à apporter. Mais les intuitions de base, les éléments de base qui sont présents dans ce document restent pertinents. Et ce qui est frappant, c'est de voir notamment le déluge de critiques qui se poursuit contre Bitcoin et auquel on avait déjà essayé de répondre dans ce document. Et quand on regarde les premiers échanges, les premiers jours, les premières semaines entre le créateur du Bitcoin et ses interlocuteurs, il y avait déjà les mêmes Mm. critiques. Et il y avait Mhm. déjà les mêmes réponses et les mêmes réfutations face à ces critiques. Et Mhm. donc, je pense qu'on en a encore pour des années et des années de pédagogie pour répondre aux gens qui découvrent le Bitcoin, qui l'étudient 1 heure et qui s'imaginent avoir compris et qui proposent des améliorations. Mhm. D'ailleurs, à ce propos de Nathalie? la note, j'avais Mhm. été, j'aurais rêvé l'avoir écrite quand quand je l'ai découverte. Je l'ai découvert avec grande joie et je me suis dit, ah bah c'est dommage que j'ai pas fait partie de l'équipe parce qu'effectivement j'aurais rêvé de participer à cette note qui était très très bien écrite et que j'ai citée dans des papiers même académiques parce que c'était la seule référence dans ce genre qui existait à l'époque et c'est vrai que c'était assez inédit. Donc bravo pour ce beau Merci travail Nathalie. réalisé à l'époque par Yorick Et, et et Gonzague Gonzague. Grosval, absolument. Et l'Institut Sapiens a été Oui, courageux de la publier bravo. puisque c'était en plein effondrement de la, Mm. de la Tout bulle à de fin fait. 2017. Donc la note a été publiée début 2018, quand le Bitcoin se rapprochait des 3000 $. Oui, oui, complètement. Et j'avais, voilà. Après Donc avoir c'était pour atteint la petite 19 000. histoire, voilà, c'était. Peut-être que des gens à l'époque ont acheté sur vos beaux conseils et aujourd'hui ont édifié une statue à votre effigie. Mais je dois dire, Nathalie, que ça n'est pas trop tard. Il y a encore plein de rapports à produire et plein de choses, plein de réflexions, hein, Oui, oui, certainement, oui. à produire sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, c'est une des crypto-monnaies. À un moment donné, j'avais retenu qu'il y en avait alors, quoi, 1200, mais c'est peut-être évidemment un mauvais Tout chiffre. petit chiffre, oui. C'est un petit chiffre, mais là, où est-ce qu'on en est du reste, des autres crypto-monnaies? Alors, je sais qu'il y a Ethereum, évidemment, aussi, qui paraît aussi être en bonne forme et qui continue à rester. Mais après, il y a une infinité, il y a une très très longue traîne, hein, j'ai l'impression, de petites cryptos. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, comme je me lance sur cette question, comme je dis souvent à mes étudiants, effectivement, on voit bien que c'est le top 2 en fait, n'a pas bougé. C'est-à-dire que les crypto-monnaies, donc comme Yorick l'a bien expliqué, le Bitcoin, c'est le premier. Tous les autres, comme c'est un protocole, enfin, comme le code est public, donc c'est open source, donc du coup, toutes les autres sont une tentative en fait d'améliorer voilà celui qu'on a créé en premier qui a fonctionné et en fait effectivement il y en a mais des milliers en fait qui existent en permanence et qui changent bah, qui voilà qui vont qui viennent et dans cette galaxie en fait de crypto-monnaies on s'aperçoit qu'en fait c'est que le top 2 qui n'a jamais bougé, c'est-à-dire qu'une fois qu'Ethereum a été créé en fait il est resté parce qu'effectivement c'est une amélioration il apporte c'est pas une amélioration parce qu'en fait il rend pas, c'est pas la même chose que Bitcoin effectivement, mais on voit bien qu'il est resté parce qu'il offre des possibilités qui pour le moment n'étaient pas celles offertes par Bitcoin. Et à part cette amélioration vraiment, enfin, cette offre alternative, toutes les autres en fait tournent régulièrement. Donc quand on regarde en fait le top 5, et bien tous les ans, on aura Bitcoin premier, Ethereum second, et les trois autres qui changent chaque année. Voilà, donc c'est ce qu'on peut voir de l'observation en fait de cette énergie bouillonnante du monde des crypto-monnaies, c'est qu'en fait il y en a toujours des nouvelles, mais le top 2 lui ne change pas. Donc c'est bien qu'ils répondent à certains besoins puisqu'ils sont toujours restés
Top 2, il est aussi vrai que comme les monnaies sont des biens de réseau, si vous avez un succès, si vous répondez à un besoin, vous avez un avantage, comme sur tous les biens de réseau, qui fait que ça explique l'inertie. Et donc, une fois que si vous avez du succès, en fait, vous êtes plus compliqué en fait, à remettre en cause. Hmm. Oui, il y a un effet de cliquet du Exactement. succès, ce qui est un peu Sur les autres l'effet, fameux effet Mathieu. Oui, Yorick, sur les autres cryptos. Sur les autres crypto-monnaies, d'ailleurs, on peut ajouter qu'elles ne sont pas toutes créées pour être des monnaies, d'ailleurs. Oui. On les Hmm. appelle crypto-monnaies, mais beaucoup de gens préfèrent les appeler crypto-actifs. Actif. Euh, Hmm. mais de facto, elles sont en concurrence entre elles pour jouer éventuellement un rôle de monnaie. C'est pour ça qu'on peut quand même les appeler crypto-monnaies. Mm. Là, elles sont beaucoup plus volatiles que le Bitcoin en général, donc ça veut dire qu'il y a des perspectives de gains supérieures. Donc si on a envie d'investir et de jouer au casino, eh ben, en fait, c'est plus intéressant de se reporter vers les crypto-monnaies en général, mais c'est plus risqué. Si on veut épargner à long terme et avoir quelque chose qui est relativement moins risqué ou plus sûr, à ce moment-là, Bitcoin est préférable. Euh, Après, il faut voir aussi que les autres crypto-monnaies, une énorme partie d'entre elles sont des arnaques, sont des opérations pratiquement frauduleuses, ou alors des objets extrêmement vulnérables aux manipulations de marché, pour différentes raisons compliquées à expliquer Je me maintenant. souviens d'Elon Et Musk, n'est-ce enfin, pas, avec ça. Ouais. et par ailleurs, ce sont souvent des objets qui sont plus fragiles d'un point de vue technique. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin reste la crypto la plus valorisée. C'est parce que le marché estime qu'elle est la plus robuste techniquement. Et Hmm. enfin, les autres crypto-monnaies sont souvent des objets plus vulnérables à la régulation étatique, voire à des risques d'interdiction si un jour les États se réveillent et commencent à vouloir éliminer les crypto-monnaies. Et là encore, Bitcoin est sans doute le plus robuste, et c'est une des raisons pour lesquelles il reste le plus valorisé. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte quand on veut prendre une décision d'investissement sur ces sujets. Il faut Hmm. regarder la technique, la gouvernance, les aspects juridiques, la robustesse, énormément de choses, et à chaque fois comparer par rapport à Bitcoin. Alors, ça tombe très bien parce que alors, il y a plein de questions et comme le temps file, j'ai envie qu'on passe aux questions. Il y en avait l'une d'entre elles, c'était quelle crypto-monnaie conseilleriez-vous pour une personne qui souhaite investir? Donc, j'ai l'impression, Yuri, que tu as commencé à répondre. Est-ce qu'il faudrait ajouter, comme on le disait autrefois, n'y mettez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre? Bien sûr. Comme au C'est casino, alors. comme pour l'euro, hein, ne Ouais. mettez en euros que ce que vous êtes prêt à perdre. Parce qu'il est de plus en plus déraisonnable de n'avoir que des monnaies étatiques. Alors, j'ai quand même une question à vous deux, puisque tu as commencé à faire allusion à l'idée, à la possibilité. Finalement, tu l'as dit deux fois, hein, puisque c'est le scénario à zéro, ce serait Oui. si il y a une forme d'interdiction, si tout d'un coup les États se réveillent, alors est-ce que, il y a une possibilité qu'il y ait encore une sorte de sursaut, de réaction anti-crypto-monnaie et puis de suppression, d'une façon ou d'une autre, suppression, limitation, interdiction. On a Bah, l'impression que si ça devait être fait depuis 15 ans, ça aurait été fait, mais est-ce que je me bah, trompe? oui, parce que oui, tu as raison parce que en tout cas l'exemple qu'on a le plus probant, c'est celui de la Chine qui a soi-disant interdit, hein, et à la fois le minage et l'utilisation, et ça n'empêche pas les Chinois de largement investir dans le Bitcoin puisque par définition ce n'est pas atteignable par la puissance publique. Il faudrait qu'elle coupe l'électricité pour qu'en fait le Bitcoin cesse d'exister. Donc là cette année il y avait une statistique qui était sortie. Ils ont été, en termes de volume de transactions, ça a été à nouveau les Chinois enfin, ils sont remontés dans le classement. Ils étaient passés très en bas. Et cette année, comme c'était une année qui n'est, voilà, une année très difficile en Chine, et bien, comme ils sont inquiets, et il y a des Chinois qui sont revenus sur le Bitcoin. Donc voilà, donc l'interdiction n'empêche pas la détention, hein. Et alors, ça veut dire, si je comprends bien, que le Bitcoin peut être une sorte de refuge Complètement. face à des crises étatiques, des manipulations de monnaie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, complètement. D'ailleurs, enfin, je pense que de ce point de vue-là, l'Argentine le Liban sont des très bons exemples parce que ils ont effectivement ils sont très familiers du Bitcoin puisque l'Argentine, de par sa vie monétaire très chaotique, avait comme habitude d'avoir le dollar américain comme substitut. Mais Mm. le problème avec le dollar américain comme substitut, c'est que c'est quand même limité. Il y a un moment donné, là, c'est ce qu'ils ont expérimenté depuis maintenant 20 ans, c'est qu'en fait, quand le système monétaire va pas bien, à un moment donné, la Banque centrale fait un contrôle des capitaux et donc les dollars peuvent être aussi empêchés de circuler.
s'ils mm, ne sont pas sous forme de cash uniquement. Et à ce titre, ben, le Bitcoin est apparu comme la parade, puisque si vous voulez détenir vos avoirs sous forme de Bitcoin, il y a le contrôle des capitaux est totalement, enfin, ne vous touche pas. Et c'est d'ailleurs ça qui avait expliqué aussi la détention de Bitcoin en Chine dans les années 2014-2015, parce qu'effectivement, il y a des contrôles des capitaux et les Chinois étaient pas, voilà, étaient pas idiots. La façon, en fait, de pouvoir se soustraire au contrôle des capitaux, c'était d'avoir des Bitcoins. Et si vous mm, parlez à des Libanais aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ils vous répondront que pour eux, moi j'ai eu la chance d'avoir un étudiant libanais dans un de mes cours l'année dernière qui faisait la publicité, qui disait, qui faisait la leçon à ses petits camarades en disant, mais vous n'avez pas compris, pour nous, le Bitcoin, c'est la porte vers la liberté. C'est-à-dire qu'on récupère la souveraineté, si on peut s'exprimer ainsi, sur nos avoirs mm, qu'on n'a plus à cause d'un État arbitraire. mm. Yorick, le Bitcoin, c'est la porte sur la liberté? Le Bitcoin, c'est le seul dispositif qui permet de stocker, de transférer de la valeur sans tiers de Entière. confiance. Mm, Donc, c'est un instrument de souveraineté financière individuelle majeur, donc d'une forme de liberté. Ouais. mm, Moi, mm, je crois de moins en moins à un scénario où les États développés interdiraient le Bitcoin parce que on voit que ça fonctionne pas. Ça ne ferait que augmenter les échanges sur le marché noir, tout en faisant un énorme coup de publicité au Bitcoin. Je crois aussi de moins en moins à une tentative de tuer le Bitcoin techniquement par les États. Pour des raisons techniques très documentées, on se rend compte que ce serait un coût faramineux pour un gain extrêmement éphémère pour les États. Et ça nécessiterait aussi une coordination internationale pratiquement hors de portée. En mm, revanche, je crois beaucoup à un scénario où les États vont continuer longtemps à rester extrêmement sceptiques, voire hostiles au Bitcoin, et vont tout faire pour limiter son essor, en mm, réglementant à outrance les usages, les utilisateurs, les prestataires. Donc ça, c'est un paramètre important à avoir en tête parce que ça peut très bien briser à un moment donné l'évolution du cours ou freiner son évolution sur le long terme. mm, En revanche, sur le très long terme, les États, à mon avis, ne pourront pas faire autrement que de se plier au réel, c'est-à-dire d'acter le fait que Bitcoin existe et est demandé par les populations. mm, Et quand il y aura des crises monétaires graves, des parties immenses des populations se reporteront vers le Bitcoin, le cours explosera et progressivement des États adopteront le Bitcoin, comme ça s'est déjà fait de manière ponctuelle avec des tout petits États. Je pense qu'à long terme, ça va continuer, ça va s'amplifier avec des États de plus en plus importants. mm, mm. De toute Ouais. façon, ce qui se passe en Chine est assez éloquent, hein, comme je disais Mm, précédemment. C'est-à-dire que le Hong Kong, alors elle a quand même une réglementation, mais elle se montre crypto-friendly, alors que la Chine mainland est soi-disant contre, donc l'interdit. Donc on voit bien que c'est une espèce de bac à sable pour la Chine, c'est-à-dire que la Chine a bien compris qu'il avait un rôle important et que elle va l'observer de Hong Kong. mm. Justement, alors, il y a une question autour du degré de compréhension du Bitcoin, mais alors là, par les autorités politiques en France, comment se positionne-t-il? Où est-ce qu'on en est la position française aujourd'hui? C'est Robert qui pose la question, que je salue. Le degré de compréhension de Bitcoin par les autorités politiques françaises, il est navrant. Euh, Surtout si on le compare à d'autres pays comme les États-Unis, où on voit des parlementaires qui comprennent très bien ces sujets, qui se positionnent dessus, qui en parlent. Donc en France, c'est absolument désespérant. Mm. Voilà, mais ça s'inscrit dans un contexte global d'ailleurs de rapport à la technologie et à la nouveauté et au risque en France qui est assez problématique chez les élites administratives et politiques. Mhm. Mhm. Nathalie, c'est la même impression? Ah oui, oui, complètement. Voilà, je souscris totalement aux propos de Yorick, c'est-à-dire qu'on est vraiment à un état. C'est-à-dire que même quand vous expliquez et quand vous essayez de faire œuvre de pédagogie, eh bien, on va vous répondre. Enfin, à la fin, vous allez vous rendre compte que vos propos ont glissé sur les personnes auxquelles vous êtes adressé. C'est ça qui est le plus terrible dans ces discussions, c'est qu'en fait, il y a un espèce de... comme si l'esprit se fermait dès lors qu'on entrait dans le système Bitcoin pour expliquer pourquoi effectivement c'est pas ce qu'ils croient et que c'est beaucoup plus intéressant et que ça mérite d'être compris. Mhm. En fait, on a l'impression que l'esprit se ferme
comme une espèce de volonté de ne pas vouloir comprendre. Et c'est ça qui est le plus frustrant, je pense, dans cette... parce que là, je lisais même que visiblement en Allemagne, il y a voilà, il y a des parlementaires qui font des séminaires pour faire comprendre aux autres parlementaires ce qu'est Bitcoin. Et ben, en fait, en France, déjà, il n'y a pas cette initiative. Et même si on l'avait, je ne suis même pas sûre qu'elle ait un impact aussi important par le refus, en fait, d'en parler. Oui, malheureusement lié effectivement au problème technologique, peut-être plus Oui, large. oui, Euh, oui, oui, oui. une des personnes qui nous écoute nous dit, petite news de la journée, Bitcoin dépasse le rouble russe pour devenir la 14e plus importante monnaie. Donc, je ne savais pas. Si c'est vrai, c'est évidemment remarquable et c'est un symbole qui n'est pas rien, effectivement. Une autre question, c'est toujours de Robert. Quel risque de recentralisation avec Lightning Network? Est-ce que Lightning Network recentralise d'une façon ou d'une autre? Je transmets la question. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un degré de centralisation acceptable sur ce réseau qui est supérieur à celui de la blockchain Bitcoin. C'est Mhm. moins grave si on a des acteurs un peu plus centralisés. Mhm. Euh, et surtout, le risque de centralisation est limité par un aspect qui n'existe pas sur la blockchain Bitcoin elle-même, c'est qu'il y a un coût d'entrée pour des acteurs sur ce dispositif qui est plus Ouais. faible que sur le dispositif Bitcoin blockchain. Donc, si à partir d'un certain moment, la centralisation des nœuds de routage, puisque c'est d'eux qu'on parle, devient trop élevée, ils prélèveront des frais excessifs. Ça fonctionne comme ça, le Lightning Network. Donc, ça représentera une opportunité de profit pour des nouveaux acteurs qui créeront des nouveaux nœuds de routage avec des canaux de paiement bidirectionnels intégrés en réseau. Et donc, et pour ces nouveaux acteurs, le coût d'entrée est très faible. En fait, Mhm. c'est contrairement au minage de Bitcoin, il y a un coût d'entrée très faible. Il faut simplement avoir des ordinateurs, il faut avoir un peu de capital, mais le capital, voilà, c'est un business. On le lève et on le place. Et le Mhm. Lightning Network fonctionne comme ça. Donc voilà, c'est pour résumer, désolé si c'est un petit peu technique, mais c'est ça le raisonnement de base. J'ai une question un peu moins technique. Alors, on parle de l'intérêt du Bitcoin parfois pour les populations non bancarisées d'Afrique. Oui, oui. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il y a un avantage par rapport à d'autres offres qui peuvent être utilisées sur mobile? La question mentionne par exemple Orange Money, d'ailleurs. Est-ce que c'est en anglais? Orange Money. Donc, est-ce que c'est vraiment le Bitcoin, ça peut être une solution pour des non bancarisés aussi? Oui, enfin, Rétention, valeur. oui, oui, le Mhm. Bitcoin Ouais. peut effectivement, voilà, c'est clairement, c'est plus facile pour les non bancarisés, mais en effet, enfin, quand on regarde les pays d'Afrique en particulier, c'est le problème du taux d'équipement et de la stabilité du réseau qui parfois n'est pas toujours à la hauteur, qui en Mhm. fait et aussi le taux, il y a quand même un petit coup d'accès à la compréhension de, voilà, de comment on va gérer ces bitcoins et comment faire, voilà, qui est un peu élevé. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas surprenant que le bitcoin soit plus utilisé dans des pays comme l'Argentine ou le Liban, où en fait la familiarité avec la technologie est plus grande Ouais. que dans les pays d'Afrique. En tout Mhm. cas, voilà, c'est comme ça que moi je l'interprète. Ça ne veut pas dire qu'en Afrique il n'y a pas de Bitcoin, mais je pense il est plus compliqué par rapport à voilà, Orange Money, c'est plus compliqué. Mhm. Alors, il y a donc, pas mal de questions. Là, il y a une citation du 22 février 2024 dans un journal, mais je ne sais pas lequel, en anglais, qui est très critique sur le Bitcoin en disant Oui, qu'il avait c'est euh, le papier sur le blog de la Banque Inside et Centrale Schaff. Européenne. Voilà. Voilà. Ah, qui l'a Alors, donc, appelé. il Oui. résume, hein, Bitcoin has failed on the promise to be a global decentralized digital currency, hein, and is still hardly used for legitimate transfer. Et donc, les ETF ne changent rien. Ça ne peut pas servir aux paiements et aux investissements. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est vrai Eric, que je te laisse. effectivement, la BCE a publié une petite note là, il y a quelques jours qui est absolument Ouais. risible et pathétique, puisqu'elle recycle des vieux arguments qui datent d'il y a 10 ans, comme si s'était rien passé depuis 10 ans. C'est Hmm. juste affligeant. Alors, une des choses curieuses, enfin, il y a deux choses, moi, qui me frappent. D'abord,
on répète le poncif selon lequel, comme Bitcoin ne rapporte pas d'intérêt, c'est un actif dont la valeur intrinsèque est nulle. Et ça, Mhm. c'est un raisonnement économique assez étonnant parce que euh, si on comprend que Bitcoin est un droit d'usage sur une infrastructure de paiement révolutionnaire, il n'y a pas besoin que ce droit d'usage rapporte des intérêts pour avoir une valeur. Donc, Mhm. je me demande en fait si les auteurs ne passent pas totalement à côté de la réalité technologique de ce qu'est Bitcoin. Ah, je pense qu'il passe à côté. Faut vraiment se poser la question. Voilà. Deuxièmement, dans cette note, il y a quelque chose de très inquiétant, c'est que, en fait, il suggère qu'on piste les développeurs qui travaillent sur Bitcoin, qu'on recense leurs noms, qu'on les fiche, etc., et pour un jour les persécuter, pour les associer, pour leur attribuer une responsabilité indirecte au développement d'activités criminelles qui utiliseraient le Bitcoin. En fait, d'un point de vue de philosophie politique, c'est gravissime. C'est une pente très dangereuse. Et ça n'est pas comment dire, un indice isolé, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication de ce type de réflexion, de recommandations. Donc là, on assiste à une dérive autoritaire qui va se traduire par la mise en place des monnaies numériques de banque centrale, puisque c'est ça dont rêvent les banques centrales et les États, qui seront des outils potentiellement totalitaires et contre lesquels le Bitcoin offrira un refuge extrêmement appréciable et apprécié des populations. Nathalie? Oui, c'est tout à fait. Donc là, j'enfonce le clou. C'était désolant de voir cette note sur le blog. Ces deux économistes en plus qui visiblement avaient déjà enfin avaient déjà eu ce jugement sur le Bitcoin 3 ans avant. Je crois qu'en fait c'était une mise à jour de ce qu'ils avaient déjà écrit 3 ans avant. Et ce qui est consternant, c'est qu'en fait ils répètent des choses, mais enfin, comme s'ils n'avaient rien lu entre temps, quoi. Parce que Mhm. même dans des recherches plus neutres, c'est-à-dire avec des personnes qui sont pas fondamentalement pour ou contre, les idées qu'ils véhiculent ne sont plus là, c'est-à-dire le coût environnemental. Je veux dire, il y a des études académiques plus standards qui ont montré qu'effectivement le Bitcoin pouvait participer à la transition écologique. Donc c'est quand même très très étrange. Et puis ce poncif sur est-ce que c'est la monnaie de la drogue et la monnaie illicite? Enfin, je veux dire, faut arrêter. Et si, comme je l'ai dit, que si c'était vraiment en pourcentage une part plus importante au début de la naissance de Bitcoin, de par Mhm. voilà, son étrangeté et de par la volonté de faire du commerce en ligne et donc qui n'était pas cohérente avec utiliser du cash. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a toujours le Bitcoin peut être utilisé pour des transactions illicites, mais enfin, comparons les milliards et les trillions de dollars qui sont utilisés à cette fin aujourd'hui. Mhm. Ils sont bien plus importants. Donc c'est vraiment ne pas lire les rapports. En plus, ils citent un qui est Chain Analysis qui a bien fait état du fait de cette diminution. Alors il y a eu une petite remontée, mais le pourcentage il est vraiment faible au niveau des transactions illicites. Et enfin c'est très étrange quoi, vraiment. Mhm. À la limite, l'avis des banques centrales sur le Bitcoin, il a le même intérêt que l'avis des constructeurs de diligence sur l'automobile. En Oui. fait, c'est un intérêt qui est nul. Mais donc c'est pas si finalement frappant que ça. Le plus frappant, c'est plutôt la naïveté ou Mm. la complaisance avec laquelle les journalistes reprennent ces éléments de langage, Mhm. qui montrent à quel point ils sont influencés, soumis, impactés, et donc se livrent à la désinformation tous azimuts. Il y avait Mhm. encore aujourd'hui une analyse dans Les Échos par un éditorialiste star qui reprenait tous ces éléments de langage de la BCE Mhm. sans le moindre esprit critique, sans le moindre recul, et donc d'une manière absolument pathétique. Donc le Bitcoin peut être de plus en plus l'âge de la maturité, mais pas totalement celui de l'intégration et de l'inclusivité ou de l'inclusion. Pour terminer, parce qu'il faut qu'on termine un peu avant 19 heures parce que je crois qu'on a des contraintes. Quelles sont les prochaines étapes? Quel est le calendrier? Qu'est-ce qu'il faut? À quoi doit-on être attentif? Et puis quand doit-on se retrouver pour refaire un point, en fait, tout simplement, là, tous les trois?
Bah là, je Nathalie ou pense, Yorick? oui. Bah, Nathalie. je vais commencer rapidement. Je pense que là, on va voir en quelle mesure effectivement cet phénomène ETF va entretenir la hausse des prix et aussi va entretenir peut-être la liquidité, puisque faut pas oublier que comme on le mentionnait tout à l'heure, plus il y aura de transactions naturelles en Bitcoin, donc plus il y aura d'offres et de demandes qui vont, voilà, des achats et des ventes qui vont se être récurrentes et plus la liquidité sera abondante et moins la volatilité sera importante. Donc on va Mm. voir, enfin en tout cas moi c'est ce que regarderai, c'est effectivement si cet appel enfin cette entrée en fait de nouveaux détenteurs de Bitcoin via les ETF va effectivement favoriser cette liquidité. Et c'est pas terminé puisqu'en fait il y a des demandes d'ETF donc en Asie, notamment à Hong Kong que je mentionnais précédemment. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire que le phénomène est quand même pas va pas s'arrêter maintenant. Mais en tout cas, ça sera intéressant de voir effectivement l'impact sur la liquidité, même si j'imagine que certains puristes Bitcoin doivent être déçus que la liquidité soit apportée par des gros mastodons comme la Croc. À Yorick, mon avis, Beaubassin. il y a deux choses à observer, une chose connue et une chose encore inconnue. La chose connue, c'est le halving, c'est-à-dire la prochaine fois où le rythme d'émission de Bitcoin va être divisé par deux, ce qui aura lieu là au printemps. Et donc en général, cet événement est suivi dans les mois suivants par une explosion du cours. Donc ça va être intéressant de voir si ça se réalise. Là, pour la première fois, on a une explosion du cours avant le halving. C'est vraiment nouveau. Ouais. Donc ça va être très intéressant de voir comment ça se passe après le halving. Et puis la deuxième chose qui n'est pas encore connue, c'est comment vont évoluer les politiques monétaires des banques centrales. On annonce un assouplissement des politiques monétaires. Si ça se confirme et dans quelle proportion, ça aura un impact sur le cours. Donc Mm. un bon créneau pour faire le point serait sans doute à la fin de l'année pour voir si on a franchi les 100 000 ou les 200 000. Eh bien, écoutez, rendez-vous est pris. On va être évidemment très attentif à ça. Il nous reste à vous remercier. Merci Yorick de Montbine, Nathalie Janson. On se donne rendez-vous très bientôt sur ce sujet brûlant et qui est vraiment dans l'ADN de Sapiens depuis toujours. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.